Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast de la team Feed by C. Hello tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast de la team Feed by C. Je suis Chloé, donc la fondatrice de la team, et je suis aujourd'hui accompagnée d'une invitée qui est Lorena. Donc Lorena, ça fait très très longtemps qu'on se suit, qu'on se connaît. Je pense que c'était une des premières personnes que j'avais commencé à suivre sur les réseaux sociaux quand j'avais lancé mon compte Instagram. Avec Lorena, on se connaît très très bien. Je suis aussi, elle a habité longtemps en Australie et quand j'étais en Australie, je suis allée la voir. On a passé du temps ensemble. Du coup, Lorena, merci beaucoup d'être là aujourd'hui et je vais peut-être te laisser te présenter. Qui tu es, qu'est-ce que tu fais, quelle est ta spécialité? Merci Chloé, déjà merci de m'avoir invitée, je suis super contente d'être là aujourd'hui. Du coup, pour essayer de la faire cool, donc je m'appelle Lorena, j'ai 26 ans à l'heure actuelle et je suis coach de mobilité, flexibilité spécifique et aussi je suis prof de pole dance en plus de ça. Au niveau de mon passé, de mon background, j'étais gymnaste de haut niveau avant, pendant 8 ans. J'ai représenté la gymnastique aérobique pendant 8 ans en équipe de France. J'ai fait des championnats du monde. On est aussi champion du monde en 2014. Et du coup, en fait, j'ai grandi en fait dans le milieu de la gymnastique et dans le milieu de la souplesse, de la force, qui était en fait vraiment un milieu vraiment apparent. Et en fait, à la suite, quand j'ai arrêté la gymnastique, je me suis tournée directement dans le coaching. J'ai passé mes diplômes pour être coach sportif. Et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que c'était la voie que j'aimais, c'était vraiment se consacrer à la souplesse, à la force et en fait au bien-être physique aussi, que je parlerai un petit peu plus tard. Donc en fait, tout ça, ça m'a rapproché vraiment de la mobilité et c'est un sujet qui devient de plus en plus important maintenant dans la vie de tous les jours parce que de plus en plus de gens sont pas bien physiquement, ont mal au dos, problèmes physiques à cause du sport. En fait, ils se rendent compte qu'il y a pas mal de choses qui ne vont pas. J'en parlerai plus tard. Et donc du coup, c'est un petit peu mon chemin en fait professionnel. Et il y a 5 ans, j'ai bougé en Australie. Ça faisait 5 ans maintenant que je vivais là-bas et j'ai en fait encore plus développé ce chemin là-bas parce que c'est quelque chose qui est très très développé. Les gens sont tournés mobilité, sont tournés souplesse et force ensemble et en fait c'est des gens qui ont une longévité qui est beaucoup plus élevée que nous, franchement. Et donc du coup c'est pour ça que je suis hyper contente de pouvoir en parler, surtout au public français parce qu'en fait c'est encore un sujet qui est très très mal, enfin pas mal vu mais qui est oublié en fait. Et du coup ça fait plaisir de pouvoir en parler aujourd'hui. Exactement, c'est exactement pour ça que je voulais que tu viennes, justement, pour qu'on puisse discuter de mobilité et de souplesse. Comme tu l'as dit, c'est un sujet dont on commence un peu plus d'entendre parler, et ce qui est vraiment très très bien, parce que ces dernières années, voilà, c'est vraiment le côté musculation qui s'est beaucoup développé, mais si on fait que de la muscu sans travailler sur tout ce qui est mobilité, flexibilité, on a des problèmes, on a des limitations, on a des blessures, on se sent pas bien, on n'arrive pas à faire les choses, on n'arrive pas à bouger correctement. Et si on n'arrive pas à bouger correctement, la muscu, ça ne fonctionne pas non plus. Voilà, on n'a pas forcément des meilleurs résultats, on a, comme je viens de le dire, des blessures, etc. Donc voilà, et comme tu viens de le dire aussi, le sujet n'est pas encore très connu, surtout en France, surtout en Europe. Et donc, j'ai beaucoup de questions à te poser. Et mes abonnés aussi ont énormément de questions parce que depuis que j'avais annoncé ce podcast, on me le réclamait quasiment tous les jours. Donc voilà, j'espère que ça va vraiment aider. Alors, je voulais te poser la question tout d'abord. Est-ce que tu peux expliquer quelle est concrètement la différence entre la souplesse et la mobilité? Oui, c'est hyper important parce qu'en fait, je trouve déjà, avant de commencer, les gens confondent la souplesse et la mobilité. Ils pensent qu'en fait, c'est la même chose. Alors, on va dire, ça s'interconnecte, mais c'est pas la même chose. En gros, la souplesse, c'est vraiment la référence de la capacité de tes muscles et de tes tendons à s'étirer. Ok, donc c'est vraiment le muscle et le tendon. Alors que la mobilité, ça va vraiment être l'articulation. Donc, pour les gens qui sont pas trop dans le sport, ils vont peut-être pas voir la différence, mais les muscles, vous savez ce que c'est que les muscles. Alors que les articulations, c'est vraiment tout ce qui se retrouve au niveau des os et tout ça. Donc en fait, la souplesse, elle se mesure en fait avec l'amplitude d'un mouvement d'un muscle, d'accord? C'est vraiment la possibilité d'étirer un muscle dans une certaine position. Une personne souple, elle peut vraiment atteindre des positions d'étirement étendues avec de l'aisance. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la souplesse. Alors que la mobilité, vraiment, comme j'ai dit, ça va capter une articulation spécifique ou d'un ensemble d'articulations si on prend les épaules ou les hanches,
à se déplacer en fait librement et efficacement dans toute son amplitude, d'accord? Donc en fait c'est ça la différence. Et là aussi la mobilité, ça englobe pas seulement la mobilité, mais ça va englober un petit peu de souplesse avec l'amplitude du mouvement, mais aussi en fait la stabilité, le contrôle et en fait la coordination aussi du mouvement qui va le rendre en fait le mouvement fluide et sans restriction. Et donc en fait c'est vraiment important de noter que les deux ils sont connectés, mais c'est pas la même chose. Et pour finir, une bonne souplesse, ça veut pas dire qu'on a une bonne mobilité ou vice versa. Les deux en fait doivent être travaillés un peu de manière différente pour pouvoir les améliorer. On peut pas dire je vais travailler ma mobilité en faisant que des mouvements pour améliorer l'amplitude d'un muscle, parce qu'en fait du coup là on fera de la souplesse. Et, et vraiment ce qui est important, c'est de comprendre cette différence en fait, qui n'est pas la même. Je sais pas si c'est clair. Mais c'est vraiment super important parce que moi, ce que je vois énormément sur les réseaux, c'est des personnes qui disent « Ah, je fais de la mobilité aujourd'hui ». Et en fait, ils font que de la souplesse. Ils font juste du stretching statique et t'es là, ce n'est pas de la mobilité. Donc, on va peut-être parler un petit peu après comment chacun se travaille. Mais d'abord, j'aimerais te demander pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une bonne mobilité? Bah alors, il y a plein de raisons pourquoi c'est important. Mais on va dire que c'est déjà essentiel si tu vas avoir une bonne posture, des sensations physiques positives. On va dire que la mobilité, en fait, sans la mobilité, bah, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de posture, qui réalisent des mouvements en fait du quotidien, ils n'ont plus de fluidité en fait. Et c'est des choses que malheureusement les gens vont pas se rendre compte que ça va être important parce qu'on est dans une société où les gens sont très sédentaires et donc se lever le matin, avoir mal au dos, avoir du mal à faire ses lacets, avoir du mal à préparer quelque chose en fait dans des mouvements vraiment de la vie du quotidien, même pas sportive, hein, je parle. On va avoir en fait des difficultés à les réaliser. Et en fait, en travaillant régulièrement la flexibilité, mais surtout la mobilité, ça va vraiment en fait aider d'améliorer la qualité des mouvements de la vie de tous les jours, d'optimiser aussi les performances physiques évidemment parce que bah, ça va de soi, de prévenir aussi des blessures et de favoriser en fait vraiment une meilleure vie globale en fait, une meilleure qualité de vie globale parce que vraiment la mobilité, si on l'a pas pour pouvoir attraper quelque chose au sol, genre le ballon vraiment, vous êtes je prends souvent cet exemple d'un père de famille qui peut même pas ramasser le ballon d'un enfant pour jouer avec parce qu'en fait il a des problèmes de dos, problèmes de hanche, problèmes de ci, de ça, qui fait qu'en fait des mouvements de la vie de tous les jours deviennent compliqués. Donc c'est pour ça que c'est important, c'est même pas pour le côté physique d'avoir des meilleures amplitudes pour ses entraînements, de pouvoir avoir des meilleures performances, mais ça va vraiment être aussi sur le côté de la vie quotidienne, de pouvoir faire les choses de la vie quotidienne. Et ça n'a pas de prix, en fait. Je pense que c'est comme pour la musculation, en fait. La musculation, ça permet d'avoir de la force pour faire des choses au quotidien. Par exemple, je sais pas, porter ses courses, porter son enfant, porter des choses, avoir la force de faire les choses. Et la mobilité, ça va permettre, voilà, de faire ces choses aussi, mais de pouvoir les faire parce que justement, on a la capacité de se mettre dans certaines positions. Comme tu viens de dire, se baisser pour prendre un ballon, avoir la mobilité nécessaire pour quand on vieillit, monter les escaliers, par exemple, garder cette mobilité. Et effectivement, elle se réduit parce que les gens ne bougent plus. Les gens sont sédentaires et ils sont assis toute la journée, donc ils se mettent jamais, par exemple, dans une position où les hanches vont plus bas que les genoux, dans une position squat, en fait. Et du coup, bah, si on ne, ouais. Et si on ne travaille jamais cette mobilité, si on se met jamais dans ces positions, eh ben on la perd, elle se réduit. Du coup, bah voilà, en parlant de réduction, quelles sont du coup les conséquences d'un manque de mobilité? Ah, il y en a pas mal. Les conséquences, il y en a, ouais, il y en a vraiment pas mal. Je dirais déjà en première, vraiment, ben, comme on l'a juste dit, c'est les restrictions du mouvement. Un manque de mobilité va limiter l'amplitude d'un mouvement dans les articulations, ça c'est clair. Quand on devient sédentaire, qu'on bouge pas, comme tu as dit, si on descend jamais les genoux plus bas que ses hanches, ben en fait il y aura pas de secret. Le jour où on va essayer, ça va pas marcher en fait. Donc c'est un peu comme tout. Moins on bouge son corps dans certaines positions, le moins il va être capable en fait d'y aller. Et le problème de la sédentarité à l'heure d'aujourd'hui, c'est on est assis toute la journée, on se lève, on va à sa voiture, on prend l'ascenseur, on prend les escalators, on s'assoit dans le canapé, on regarde le téléphone. Un peu près, j'abuse, mais c'est un peu ça. Et en fait, malgré les gens qui sont aussi un peu plus actifs, qui vont marcher, qui vont faire des activités, en fait, on va vraiment rester sur un plan sagittal. On va rester sur une manière de marcher qui est droite, une manière de bouger qui va être dans l'axe. Et en fait, on va jamais rechercher à faire des mouvements qui sont, on va dire, j'ai appelé ça désarticulés, mais c'est juste dans l'idée de
on va pas aller chercher quelque chose dans une diagonale ou sur enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment, on reste sur des plans toujours les mêmes. Et du moment où on va essayer de faire quelque chose, je sais pas, il y a un truc qui va tomber, un vase, on va vouloir le rattraper sur le côté, eh ben la personne peut se faire mal ou peut avoir une douleur parce qu'en fait c'est une position qu'elle ne met jamais en place dans sa vie. Et en fait c'est aussi ça le problème. Et la mobilité aide à ça, mais c'est pour ça que les gens ont des restrictions de mouvement du fait de manque de mobilité, de mouvement dans leur vie quotidienne. Et pareil sur la pratique sportive, en fait, ça reviendra pareil. La restriction va se répercuter sur les performances sportives en plus des performances de la vie au quotidien, quoi. Donc ça, c'est la première chose qui pour moi est énorme parce que c'est au quotidien, en fait, ça doit être horrible à vivre. Enfin, je dis ça doit être horrible parce que je m'en rends même plus compte, mais quand je vois en fait mes clients, choses comme ça, je me dis waouh, c'est vrai que pour certaines personnes, c'est impactant en fait pour des choses du quotidien. Je me permets juste Ensuite, sur ce que tu disais par rapport à la musculation. Comme tu viens de le dire, les gens passent quasiment leur journée assis et debout, juste assis debout. Et ensuite, ils vont à la salle et ils espèrent pouvoir faire un squat complet avec une barre de 100 kilos sur le dos, parfaitement, alors qu'ils ne se mettent jamais dans cette position. Donc, ouais, effectivement, là, dans le cadre musculation, si vous n'avez pas une bonne mobilité, vous n'allez pas pouvoir faire vos mouvements correctement. Vous n'allez pas pouvoir faire vos squats, vos deadlifts, mais aussi plein d'autres mouvements, vos développés militaires, des choses... tous les mouvements en muscu, vous n'allez pas pouvoir les faire correctement. Et si vous ne les faites pas correctement, vous n'aurez pas de résultat, tout simplement. ah oui, non, mais c'est totalement pareil. C'est exactement pareil. C'est juste un autre pilier, la mobilité, la force. En fait, c'est le même concept. C'est juste que c'est des concepts différents, mais c'est la même base, en fait. On peut pas imaginer que les choses vont arriver comme ça alors qu'on le fait jamais, en fait. C'est juste impossible. Mais oui, donc du coup, je vais en revenir encore une fois, mais vraiment un autre problème, ça va être une autre conséquence, ça va être un problème de posture. Qui va être complètement déséquilibré parce que du coup un manque de mobilité ça va entraîner en fait une mauvaise posture, des déséquilibres musculaires, mais aussi du coup un mauvais aliment en fait du corps. Comme on en revient encore une fois aux gens assis dans leur bureau, les épaules rentrées, la tête baissée sur leur téléphone, sur leur ordi, à pas bouger, en fait ça va provoquer vraiment un dérèglement de la posture et ça va provoquer du coup des tensions musculaires, des problèmes de dos, des problèmes de coude, des problèmes d'épaule, enfin j'en passe quoi. Donc il y a beaucoup de problèmes de posture qui sont liés en fait à un manque évidemment de mouvement, mais surtout aussi de mobilité. Ensuite, il va y avoir aussi l'augmentation du risque de blessure. Clairement, moins on a d'amplitude dans les articulations, dans les muscles, dans les tendons, le plus on est prône à risquer de se blesser en fait. Parce que le moindre mouvement qu'on va faire dans un angle différent qu'on a l'habitude d'avoir, on va se blesser. Okay, donc comme je disais tout à l'heure, le fait d'une personne, on va prendre l'exemple d'une personne qui marche tous les jours et elle va à son bureau, elle s'assoit, elle travaille, elle reste droite, elle reste dans son même plan, elle travaille, elle se lève, elle va pas prendre son café, elle se rassoit, elle rentre chez elle. Et en fait, c'est toujours les mêmes mouvements. Du moment où il va y avoir un mouvement qui va sortir de sa zone de confort, en fait, il y a une chance beaucoup plus importante de se faire mal parce que les mouvements sont restreints. Et du coup, cette amplitude n'est pas forte, n'est pas flexible. Et du coup, le risque est beaucoup plus important en fait de se faire mal parce que les tissus sont mous, ils sont pas entraînés. Et du coup, les déchirures, les entorses peuvent arriver beaucoup plus facilement. Ça, voilà, ça c'est un autre problème qui est très souvent entendu moi autour de moi, de mes clients. C'est des choses qui arrivent facilement, quoi. Et aussi par rapport au niveau des problèmes de blessures, de posture, en fait, il y en a un qui va aussi être en lien avec cela, c'est le dysfonctionnement, musculo-squelettique. En gros, c'est le manque de mobilité qui peut entraîner des déséquilibres musculaires. Le fait que, par exemple, les gens qui sont assis toute la journée vont avoir les psoas, donc les muscles au niveau des hanches, qui vont en fait de plus en plus perdre de la flexibilité parce qu'ils sont toujours dans un angle où ils sont assis. En fait, le psoas, le fait qu'ils soient assis, il les raccourcit. Et en fait, le problème, c'est que ces gens-là, qui ne les étirent jamais ou qui ne les entraînent jamais, vont avoir un déséquilibre musculaire qui va en fait se générer dans le bas du dos. Parce que si les psoas sont trop raides, ce qui va prendre en fait la charge du problème, ça va être le bas du dos. Et en fait, ça va faire la surcompensation. Et d'où les problèmes qui peuvent s'engendrer, les douleurs chroniques, les dysfonctionnements musculaires, les entorses, enfin les problèmes récurrents. Par exemple, vous avez tout le temps
l'épaule qui revient, un problème à l'épaule, un problème au dos, un problème à l'ischio, hein, Chloé. Voilà, un problème qui revient, c'est un dérèglement et un dysfonctionnement qui est créé par un manque de mobilité la plupart du temps. Et en fait, souvent, on se dit, ah, je me suis fait mal à l'épaule, c'est parce que j'ai mal fait un mouvement. Oui, mais le problème plus profond, en fait, il vient souvent d'un déséquilibre musculaire qui a été créé. Et en fait, le corps, il est intelligent, il essaye de le compenser. Mais malheureusement, la compensation, au bout d'un moment, elle marche plus. Et en fait, ça crée des dérèglements et des problèmes chroniques. Et pour moi, ça, c'est le truc le plus problématique du manque de mobilité, vraiment. C'est super important ce que tu viens de dire, parce que, comme tu viens de dire, si quelqu'un a mal à l'épaule, il va aller chez son médecin ou même parfois chez son kiné et ils vont traiter l'épaule. Et je vais peut-être prendre mon exemple, moi avec mes ischios, là, tu viens d'en parler, j'avais une tendinite aux ischios. Donc voilà, j'allais chez mon médecin sportif et on faisait des ondes de choc aux ischios. Sauf que, alors oui, ma douleur a fini par partir, mais en fait, le problème sous-jacent, la tendinite, elle n'est pas arrivée par hasard. Il y a un souci au niveau des psoas, au niveau des ischios, la souplesse, la mobilité, qu'il faut que je règle, qu'il faut que je travaille. Et c'est vraiment la cause profonde, en fait, vient d'un problème, voilà, de mobilité. Et si on comprend pas ça, en fait, le problème ne va jamais vraiment partir. On aura toujours cette douleur chronique. Donc, comprendre, en fait, la mécanique et la cause profonde des douleurs et venir travailler là-dessus via des exercices ciblés de mobilité, c'est vraiment hyper important. Mais c'est super important. Le problème, c'est qu'en fait, les gens, malheureusement, en fait, ils savent pas d'où le problème peut venir. Et malheureusement aussi, parfois, en fait, c'est compliqué de le trouver, même si on va chez notre kiné ou quoi que ce soit. Parfois, en fait, ça dépend aussi, notre background, ce qu'on fait comme sport. Par exemple, moi, en étant pole danceuse, c'est vrai que les gens, des fois, ils arrivent même pas à comprendre d'où mon problème a pu venir, parce que c'est des mouvements tellement complexes, des positions tellement complexes. Mais à notre niveau, en fait, après, on apprend à se connaître, on apprend à comprendre et on essaye de sentir les manques les déséquilibres, en fait, qui se créent dans nos corps. Mais c'est vrai que pour une personne lambda, c'est compliqué pour elle de comprendre d'où le problème peut venir. Mais encore une fois, la bonne chose, c'est qu'on peut le tester avec des exercices, moi, c'est vrai qu'avec mes clients, par exemple, je vais beaucoup les tester, en fait. Je vais faire des tests au début pour comprendre où viennent les restrictions, où viennent les manques de mobilité, les manques de flexibilité. Et en fait, après, le corps, c'est un peu, en fait, ça a l'air complexe, mais c'est un peu comme un jeu. Dès qu'on comprend quel muscle fait quoi et quel est son rôle dans son corps, on arrive, en fait, à comprendre où le problème vient, en fait. Et on peut le régler et permettre de faire du travail de mobilité et de réduire le problème. Comme tu as dit, en fait, c'est les ondes de choc, les injections, les trucs comme ça, c'est un peu un pansement sur une plaie ouverte. Ça va aider au début, mais sur le long terme, en fait, le problème va venir, ça va être récurrent et ça va être de plus en plus chronique et on va perdre espoir. Alors que si on va tout de suite chercher, creuser, comprendre d'où ça vient, le problème, il va partir beaucoup plus vite que ce qu'on pense. C'est assez fou quand on arrive à le comprendre et qu'on arrive à le travailler. C'est exactement ça. Par exemple, les ondes de choc, moi, ça m'a quand même vraiment aidé parce que ça a permis de vraiment réduire les douleurs. Et donc, si j'avais moins de douleurs, je pouvais refaire des mouvements, etc. Donc, c'est utile. On ne dit pas l'inverse, mais moi, après, j'ai dû vraiment aller trouver la cause et travailler là-dessus pour que ça revienne plus, en fait. Euh, Comme tu as dit avant, c'est compliqué pour les gens de savoir exactement ce qui se passe et d'où ça vient. Après, j'ai envie de dire, c'est aussi à ça que tu sers, c'est ton métier, c'est que tu es coach de mobilité, justement. Donc, tu fais des tests aux gens pour voir, concrètement, comprendre d'où vient le problème et les aider comme ça. Et c'est aussi important de comprendre que un manque de mobilité ou une douleur quelque part ne veut pas dire que le problème vient de l'endroit où on a mal. Je m'explique. Si on a mal au genou, par exemple, le problème ne vient pas forcément du genou. Ça peut venir des chevilles, ça peut venir des hanches. Souvent, le problème vient des chevilles et ça remonte. On peut avoir, enfin, tu me dis si je me trompe, mais même des douleurs d'épaule peuvent en fait provenir d'un problème de cheville. Ouais, si, c'est Tout est lié en fait. totalement. Ouais. En fait, c'est ça, c'est que tout est lié et généralement, c'est ça que tu dis, c'est vraiment vrai, c'est que sinon, ça vient du bas et ça remonte. Donc, un problème, souvent le dos aussi, c'est un bon exemple, c'est souvent, on va avoir peut-être un problème, on va avoir une douleur, en fait, en haut du dos, mais en fait, le problème, il vient des hanches, ou il vient du bas du dos. En fait, c'est jamais du haut vers le bas, c'est du bas vers le haut. Parce que, on est ancré, on est dans le sol, donc les problèmes de mouvement qu'on va créer, ils vont venir du bas
vers le haut. Donc c'est vrai qu'il faut pas forcément se focaliser sur l'endroit où on a mal, parce que ça peut vraiment provenir d'un autre endroit complètement pas logique, mais d'une autre articulation en fait, clairement. Est-ce que je peux te demander comment on peut faire pour détecter un manque de mobilité? Si on prend, par exemple, moi, c'est ce qu'on me demande toujours pour les squats. J'arrive pas à faire un squat complet. Est-ce que je manque de mobilité aux chevilles, aux genoux, aux hanches, aux épaules? Enfin, comment savoir d'où vient le problème? Enfin, où est-ce qu'on a un problème de mobilité? Ou c'est pas forcément pour les squats, mais d'une manière générale. Oui, carrément. Bah, du coup, j'aime bien que tu aies pris l'exemple du squat, parce que le squat, je l'utilise tout le temps aussi pour tester mes clients, parce qu'il est global, en fait. On arrive à avoir énormément de choses dedans. Alors, évidemment, il y aura d'autres tests à faire pour pousser et comprendre, en fait, un peu plus spécifiquement les problèmes de mobilité qu'on va voir. Mais pour une personne lambda, c'est vraiment le super test pour tester, en fait, et comprendre où c'est qu'il y a des problèmes. Donc en fait, le squat, quand on fait un squat, il y a déjà 3 articulations qui sont en jeu au niveau du bas du corps. Il y a vraiment les hanches, les genoux et les chevilles. Mais c'est vrai qu'on va vraiment se focaliser plus sur les chevilles et les hanches, parce que c'est vraiment ceux-là qui vont être importants à comprendre. En fait, c'est eux qui vont vraiment nous montrer où sont les problèmes. Évidemment, problème de genoux, si à la base la personne a des problèmes de genoux, oui, ça va être intéressant et de voir s'il y a toujours un manque de mobilité. Mais généralement, ça vient des hanches et des chevilles. Au niveau des hanches, la manière de voir s'il y a un problème de mobilité, en fait, ça va être quand on va voir la personne qui va vraiment s'incliner vers l'avant. Une personne qui va devoir, en fait, essayer de faire un squat en faisant, en fait, presque un deadlift sans plier trop les jambes. C'est une personne qui a une restriction énorme au niveau des hanches. Plus longue l'idée est importante, plus la restriction des hanches est importante aussi. Donc ça, c'est la première chose à voir, c'est les hanches, l'inclinaison du buste vers l'avant et le manque de flexion dans les jambes. Parce qu'en fait, voilà, c'est juste une restriction qui va permettre, en fait, si la personne reste debout, elle va tomber, va s'asseoir, en fait, au sol. Au niveau des chevilles, c'est le plus simple à voir, mais en gros, c'est si la personne a les talons qui doivent se lever pour pouvoir descendre. Et, euh, et ça, c'est assez commun, on le voit souvent, les personnes qui ont besoin de mettre des cales derrière les talons pour pouvoir en fait descendre. Et c'est vraiment, ça se voit directement le moment où tu mets des cales à quelqu'un qui a un problème de cheville, son squat, il gagne, je sais pas, 30% d'amplitude. Genre, c'est vraiment énorme. Donc voilà, les deux choses à voir, c'est si les talons se décollent dans la descente du squat pour en fait pallier ce manque de mobilité au niveau des chevilles et donc du poids du corps qui partirait vers l'arrière encore une fois, c'est un problème de mobilité de cheville. Au niveau des hanches, ça va être vraiment le buste qui s'incline énormément vers l'avant pour pallier ce manque au niveau des hanches. Au niveau des épaules, quand on fait un squat, juste un test, un squat, juste body weight squat, sans rien, on va pas forcément voir les épaules. Mais il y a des manières de le voir. Quand on a par exemple la barre sur le dos, en fait, on va commencer à utiliser la cage thoracique, l'amplitude, la mobilité de la cage thoracique, mais aussi des épaules, de pouvoir faire une rotation externe en fait au niveau des épaules pour pouvoir attraper la barre. Donc en fait, si on fait un exercice avec une barre ou même on peut tester avec juste les bâtons, les genres de bâtons, pour en fait juste avoir la position, il n'y a pas besoin d'avoir de poids en fait, c'est vraiment juste de se mettre sur cette position et d'essayer de faire la position de squat à nouveau. En fait, on va le voir si le bâton ou la barre reste stable ou aussi si la personne a du mal à ouvrir la poitrine et se retrouve à être vraiment en fait arrondie. Ça va être aussi une autre façon de voir la mobilité des épaules sur tout ce qui est la rotation externe. Le problème, c'est que comme les épaules et les hanches, il y a tellement d'articulations qu'on pourrait tester dans beaucoup d'angles. Mais sur le squat, ça va être intéressant parce que du coup, ça donne une option de voir quand même une certaine partie des épaules, une partie des hanches, une partie des chevilles. Mais au niveau des épaules, il faudra quand même tester avec d'autres choses pour tout ce qui va être les exercices. On va faire du overhead push press, des trucs comme ça, où ça va être important de le tester aussi avec d'autres exercices. Mais déjà, le squat, pour moi, c'est la base pour comprendre un petit peu les limitations du corps d'une personne, quoi. Et du coup, si quelqu'un remarque qu'il a un manque de mobilité, que ce soit voilà, sur un mouvement de musculation, que ce soit dans la vie de tous les jours, il remarque, ok, là je suis limité, j'arrive pas à faire ce que j'aimerais faire. Euh, alors, il y a plusieurs questions dans ma question, mais en gros, c'est quand, comment et à quelle fréquence il faudrait travailler sa mobilité. Du coup, concrètement, qu'est-ce que tu recommandes? Voilà, quand alors on me pose toujours la question, est-ce qu'il faut faire de la mobilité avant ou après l'entraînement ou est-ce qu'il faut faire les jours de repos?
Et à quelle fréquence? Est-ce qu'il en faut en faire tous les jours? Ou est-ce que tous les 2 jours, ça suffit? Est-ce qu'une fois par semaine, ça suffit? On va peut-être répondre d'abord à la fréquence et passer après sur le comment travailler tout ça. Et peut-être la distinction entre la mobilité et la souplesse, la flexibilité, parce que ça se travaille pas forcément, je pense, à la même fréquence ou au même moment. Ouais, alors c'est la question la plus posée aussi à moi. On me la pose tout le temps. Et en fait, je vais la faire un peu en globalité, mais c'est vrai que c'est assez spécifique aux objectifs de chacun, au temps de chacun, parce qu'encore une fois, c'est comme c'est comme le sport, enfin la force. Ça dépend de ton temps. Si tu peux y aller 3 ou 4 fois par semaine, tu vas faire un entraînement qui va être spécifique pour 3 ou 4 fois par semaine. Si tu peux y aller 5 fois, ça va être pareil. Donc c'est un peu pareil sur le côté de la souplesse et mobilité. Premièrement, en fait, il faut savoir quel est ton objectif. Est-ce que tu veux te sentir juste un peu mieux dans ton la vie de tous les jours? Tu as envie de te sentir à l'aise, tu as envie de pouvoir vivre avec plus d'amplitude, te sentir bien au quotidien? Ou est-ce que c'est je veux améliorer mon amplitude pour atteindre de meilleurs PB, enfin un meilleur poids au squat, ou pour vraiment un objectif de pole dance, d'avoir son grand écart, d'avoir un certain mouvement. Voilà, il y a vraiment, chacun aura sûrement des objectifs très différents. Donc le quand et la fréquence va aussi être différente par rapport à ça et aussi au temps de la personne. Mais si je prends une généralité, je vais dire que quand même je recommanderais de consacrer la mobilité, vraiment la mobilité, pas la souplesse, donc le travail d'articulation, plusieurs fois par semaine quand vous vous entraînez, quand les gens en fait ils s'entraînent. Si par exemple la personne s'entraîne 3 fois par semaine, ben, si elle n'a pas le temps de faire vraiment un entraînement dédié à la mobilité ou à la souplesse, le mettre à l'échauffement, c'est bien, ou en tout cas en début d'entraînement, pour préparer les articulations à l'entraînement, pareil, pour préparer aussi les muscles et les tendons à s'étirer, aller dans des amplitudes plus grandes. Si on cherche à faire par exemple du stiff deadlift, on va vraiment avoir les jambes super tendues pour vraiment aller chercher l'amplitude dans les ischios. Ou alors s'il y aura un entraînement de pole dance, de gymnastique ou quoi que ce soit, consacrer dans l'échauffement une routine pour préparer le corps à une certaine amplitude. Après, si l'objectif de la personne est vraiment d'atteindre, d'avoir ces grands écarts dans un certain temps, ou même pas dans un certain temps donné, mais au moins de les avoir dans l'année qui suit, clairement, il va falloir mettre des séances à part entière pour la souplesse et la mobilité, afin de pouvoir progresser graduellement dans ces entraînements, quoi. Mais je pourrais pas dire combien par semaine exactement. En fait, il faudrait que j'ai un exemple concret d'une personne et je pourrais lui dire, voilà, ce qui marcherait le mieux pour toi, par rapport aussi à son travail. Les gens ont un travail. C'est ce que j'ai toujours aux gens, c'est que à moins qu'on cherche à faire des performances olympiques, comme j'ai pu faire avant, où là, il faut dédier sa vie et son temps et sa fatigue, on l'oublie, on y va quand même. Pour une personne lambda qui cherche à améliorer ses performances ou son bien-être au quotidien, faut pas que ça devienne une source de stress de s'entraîner, de trouver du temps pour faire de la souplesse ou même de la force. Enfin, c'est pareil pour toi, j'imagine, Chloé, avec tes clients, tout ça. Genre, souvent, on nous demande combien je devrais faire. Je suis là. En fait, c'est pas combien tu devrais faire, c'est combien tu es capable de faire sur la durée, dans le long terme. On n'est pas là à avoir un objectif de 3 mois et puis allez, on arrête tout et c'est fini, c'est la fête. C'est un objectif de vouloir améliorer sur le long terme. Donc sur le long terme, ça veut dire quelque chose auquel on peut en fait rester, on peut sustain, c'est-à-dire qu'on peut garder en fait, qu'on peut tenir, merci, sur le long terme en fait, sans arrêter 2 semaines, reprendre. C'est un peu comme tout en fait, c'est à savoir être régulier dans ses entraînements et c'est en fait que comme ça qu'on aura du résultat. Je préfère voir quelqu'un qui s'entraîne 2 fois par semaine, un peu de mobilité, 30 minutes, mais qui le tient, que quelqu'un qui en fait 3 fois à 1 heure et qui ne le fait pas pendant 2 mois et qui reprend un mois et qui arrête parce qu'en fait, cette personne ne verra pas les résultats, tu vois. Donc, c'est un peu dur à donner un exemple concret, quoi. C'est exactement comme en muscu, enfin comme presque toutes les réponses en muscu, ça dépend des cas en fait. Ça dépend du niveau de base, donc à quel point vous manquez de mobilité ou de souplesse, ça dépend de votre objectif, ça dépend de votre emploi du temps, ça dépend de combien vous pouvez tenir et comme Lorena vient de le dire, plus vous pouvez tenir sur la durée et être régulier, mieux ce sera. En ce qui concerne
Donc là, tu as dit vraiment mobilité. Avant l'entraînement, par exemple, c'est très bien pour vraiment préparer ses articulations, être capable de, de faire des amplitudes complètes, de mettre son corps dans des positions où on atteint des amplitudes complètes. Mais en ce qui concerne la souplesse, alors pour la souplesse, généralement on fait du stretching. Est-ce que par contre tu peux expliquer les différents types de stretching parce qu'il y en a plusieurs et je pense, enfin, dans certains cas, en faire avant ou juste après l'entraînement, c'est peut-être pas la meilleure idée. Est-ce que tu peux un petit peu développer tout ça? Ouais, alors c'est totalement vrai. Au niveau de mobilité, c'est bien de le faire avant l'entraînement parce que ça prépare, ça échauffe. Au niveau de la souplesse, ça va dépendre du type de stretching. Donc, je vais essayer de ne pas me perdre dans l'explication. Je vais d'abord expliquer les types de stretching. Mais en gros, en fait, comme tu as dit, c'est très vrai. Il y a des stretching que tu peux faire avant l'entraînement, d'autres que tu peux faire après, et l'inverse, peut-être qu'ils sont pas conseillés de faire avant ou après. Donc, c'est pour ça que ça peut être un peu perturbant pour les gens de se dire, oh là là, quand est-ce que je dois m'étirer? Mais du coup, je vais expliquer ça. Donc déjà, il y a 4 différents types de stretching. Mais il y en a vraiment 3 qu'on utilise plus souvent. Donc le premier, ça va être le stretching statique. Donc c'est vraiment le type de stretching où en fait c'est le plus courant, c'est celui que la plupart des gens font, qu'on voit à la salle. C'est des gens qui se mettent dans une position d'étirement pendant généralement entre 30, 60 secondes. Certains y restent un peu plus longtemps. Je conseillerais pas non plus de rester plus de 1 minute 30 dans une position. En fait, c'est vraiment juste tenir une position, essayer en fait, d'être statique, c'est clairement ça. Et en fait, ça favorise l'assouplissement des muscles et des tendons. Donc vraiment, ça cherche à étirer pour la souplesse. Ça améliore la flexibilité. Et ce stretching, en fait, il est souvent utilisé après l'exercice, on va dire en mode de récupération. Donc c'est un exercice que tu peux faire, par exemple, même après une session jambes, tu peux t'étirer sur du stretching statique, tes ischios, tes adducteurs, sans en fait chercher à dépasser une certaine amplitude. Donc, ce que j'aime bien expliquer, parce que c'est difficile à donner, chaque cas est différent encore une fois, mais en fait, sur une note de 10, je dirais, il faudrait jamais que la douleur dépasse un 7 sur 10 sur un étirement de fin de séance. Parce qu'en fait, si tu dépasses un 7 sur 10, tu viens sur du 8, 9, 10 qui devient en fait de l'étirement extrême qui commence à être physiquement dur et en fait qui fait mal, on va dire. Il faut savoir que le muscle, juste avant, il a été entraîné avec de la force. Donc, on a cassé des fibres. Okay, les fibres musculaires, elles sont déjà endommagées. Donc, si les fibres musculaires sont déjà endommagées et un peu déchirées, c'est pour ça qu'on a des courbatures quand on a des courbatures. Euh, Imagine derrière le muscle que tu as déjà un peu déchiré, tu vas dans un étirement encore plus profond et tu essaies de l'étirer encore plus. En fait, ce qui va se passer, c'est que ça va le déchirer, mais beaucoup plus. Donc, j'abuse ça va pas faire une déchirure musculaire, à moins qu'on vraiment, on étire beaucoup trop d'un coup. Mais en fait, ça va engendrer beaucoup plus de problèmes. Les tissus vont en fait beaucoup plus se déchirer et ça va prendre premièrement beaucoup trop de temps à récupérer. Et en fait, ça va les rendre beaucoup plus raides finalement. Parce que le muscle, tant qu'il se recrée, il va recréer des tendons qui vont être et des fibres qui vont être beaucoup plus dures. Et du coup, en fait, c'est un cercle vicieux on n'améliore pas sa souplesse. Donc, le stretching statique à la fin de l'entraînement, il est vraiment fait pour la récupération. C'est vraiment récupération. Il est fait pour se relâcher. Et en fait, on devrait être capable, dans cette position, d'être à l'aise, de se sentir bien, de pas se sentir tendu, de pas avoir les bras qui serrent ou la mâchoire qui serre. C'est vraiment être capable de ressentir son muscle qui se relâche et tenir donc la position à peu près 60 secondes. J'irai pas plus haut. Pour être honnête, avant, il y a des gens qui le faisaient, mais ça a été un peu prouvé que c'est pas super au niveau de la récupération. Donc voilà. Donc les stretching statiques, c'est des choses qu'on peut faire à la fin de l'entraînement. Ok? C'est très bien que tu aies expliqué vraiment tout ça parce que moi, généralement, je dis ne faites pas du stretching statique à la fin de l'entraînement. Bah justement, pour la raison que tu viens d'expliquer, donc les muscles viennent de travailler, des micro-lésions, on va venir étirer ces micro-lésions et en fait, soit risquer de se blesser. J'ai déjà vu des gens qui ont tellement tiré juste après un entraînement qu'au final, ils ont une douleur et voilà. Ou alors, on va faire l'inverse. On veut aider à la récupération et au final, on fait l'inverse. On récupère encore moins bien. Et pourquoi? Alors, comme tu viens de le dire, on peut le faire correctement, c'est-à-dire ne pas trop tirer, juste faire que ça relâche et ne pas tenir les pauses trop longtemps. Mais moi, je le recommande pas en général parce que justement, les gens vont comme des tarés. Ils tirent et c'est pour ça. Donc, c'est hyper bien que tu aies expliqué parce que ça met quand même une nuance. C'est pas forcément ne le faites pas,
mais faites-le correctement. C'est ça. Et en fait, je sais que c'est compliqué pour des gens qui ont pas trop conscience de leur corps, surtout des débutants. Ils vont un peu aller en mode bourrin, malheureusement, et ça va pas marcher. C'est comme tu dis, tu vas avoir des gens qui vont se blesser bêtement à la fin d'un entraînement en s'étirant, en fait. Et c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de réussir à comprendre son corps et aller tranquillement, vraiment juste étirer les muscles qui ont été travaillés, mais tranquille, pas besoin d'aller plus que 60 secondes, pas besoin d'aller comme des malades rechercher une douleur en fait. C'est vraiment réussir à se relâcher. Et si la personne n'arrive pas à se relâcher, c'est qu'elle est déjà trop loin. Donc ouais, c'est une nuance. Après, c'est vrai que si j'ai un débutant, je vais pas forcément lui conseiller d'en faire trop. Je vais lui en donner juste un ou deux à faire à la fin et tranquille. Parce que c'est vrai que ça peut être facile de passer du côté obscur, quoi. Ouais. Encore une question par rapport au stretching statique. Je ne le recommande pas non plus en début d'entraînement et tu as dit aussi que c'était pas forcément le bon moment. Tu peux expliquer pourquoi généralement une baisse des performances? Oui, ben c'est très bien que tu me l'aies redit parce que je l'ai pas mentionné. Donc le stretching statique au début, c'est pas top, surtout si on veut faire de la force après. Parce qu'en fait, le fait de tirer les muscles, comme j'ai expliqué, c'est une position où on essaie de se relâcher d'être vraiment presque en état de méditation. De faire ça avant de faire un exercice du cardio, quelque chose de dynamique, de la force, en fait, ça va être contre-productif pour les muscles. Parce que le muscle va recevoir un message via le système nerveux de relaxation, à peu près, d'étirement. Et derrière, en fait, on va lui demander, en fait, de faire un mouvement rapide, un mouvement de force, et on va recruter des fibres beaucoup plus rapides. Et le truc, c'est que le corps, il va pas comprendre, il aura pas eu le temps d'adapter en fait son entraînement. C'est comme si on va dire à quelqu'un d'aller se coucher et on lui a donné un coca ou un café avant d'aller au lit. Ça va pas marcher ensemble en fait. Donc c'est un peu pareil au niveau de la souplesse. Les étirements statiques et longs sont super contre-productifs avant un entraînement qui va être vraiment dynamique, qui va être tourné sur la force ou même sur du sprint, sur des choses comme ça, c'est vraiment pas du tout recommandé. Ouais. Le deuxième, c'est le stretching. Donc on va en venir du coup pour avant l'entraînement, c'est le stretching dynamique. Souvent, c'est un peu relié à la mobilité parce que c'est des mouvements qui vont être un peu plus dans les mouvements. Donc ce type de stretching, en fait, il implique des mouvements mais qui sont contrôlés. Il faut vraiment faire attention parce que souvent les gens ils confondent le stretching dynamique avec le balistique que je vais expliquer après. Donc c'est des mouvements qui sont contrôlés, répétitifs, à travers une amplitude de mouvement qui est complète. Donc quand je dis un mouvement complet, par exemple ça va être une rotation du bras complet d'en haut en bas, une rotation qui est complète. Contrairement au stretching qui va être statique, il n'y a pas besoin de tenir une position ou quoi que ce soit. C'est vraiment tout le temps, tu es en mouvement, en fait, sur le stretching dynamique. Et là, généralement, celui-là, c'est celui que je conseille à faire en début d'entraînement, avant de s'entraîner, comme on va dire une préparation. Ça va préparer donc du coup les muscles, les tendons, mais les articulations pour l'effort qui va venir. Donc c'est pour ça que celui-là, il est spécifique avant l'entraînement et il doit être encore plus spécifique par rapport à quel sport ou quel objectif tu vas avoir juste derrière, quel effort tu vas faire. Par exemple, si tu vas faire de la force, voilà, on va dire que tu vas faire un deadlift ou du squat en lourd. En fait, il faut que tu inclues des mouvements de préparation qui vont préparer le squat, qui vont préparer le deadlift, qui vont préparer les articulations au niveau des hanches, qui vont préparer les ischios, qui vont préparer les psoas, qui vont préparer les quads, les chevilles, tout ça. Et en fait, avec des mouvements ça peut être par exemple des mouvements de balancement de jambes. C'est les mouvements où on va balancer les jambes, les rotations de hanches, les rotations des chevilles. Voilà, ça va être en fait plus tourné. Ça ressemble un peu à de la mobilité, mais ça va vraiment être quelque chose qui va aider la préparation avant de faire un exercice. Et ça a vraiment été prouvé que ça permet de recruter beaucoup mieux les fibres musculaires aussi. Ensuite, le troisième qui est le plus effectif et le plus connu, c'est le stretching actif. Donc le stretching actif, contrairement du statique qu'on a vu avant, celui-là il implique l'utilisation des muscles antagonistes, donc c'est l'opposé du muscle qui va être étiré, ou même agoniste, pour étirer le muscle qui est ciblé en fait. Et par exemple, si je vais prendre l'exemple de l'ischio, on va reprendre l'exemple de l'ischio, Chloé, pour toi, pour effectuer genre le mouvement, par exemple je vais prendre l'exemple de quand on est allongé sur le dos et qu'on va ramener une jambe en haut, tendue pour étirer son ischio.
ça va être un exemple, celui-ci, où on va en fait essayer d'utiliser le quadriceps, donc le muscle opposé à l'ischio, pour en fait le contracter pour aider en fait l'ischio à s'étirer. En fait, ça permet de favoriser la flexibilité, mais en même temps la force musculaire ensemble. Et ça, c'est hyper, hyper intéressant parce qu'en fait, c'est pas juste je vais améliorer ma souplesse, mais je vais aussi améliorer la force de ce muscle dans sa longueur. D'accord? Parce que aussi le problème, c'est qu'il y a pas mal de gens qui sont souples, mais ils arrivent à se blesser. Et ça, on en parlera après si tu veux. C'est un sujet qui est assez intéressant. Qu'il y a des gens très très souples, ils arrivent à se faire des déchirures. Et on se dit, mais comment c'est possible? Parce qu'il y a un manque en fait de force à travers ces fibres qui se sont beaucoup étirées. Et du coup, dans le stretching actif, je vais en parler parce que c'est mon stretching préféré. Il y a le PNF. Le PNF, c'est en anglais, ça veut dire Proprioceptive Neuromuscular Facilitation. Et en gros, le PNF, c'est un exercice de contracter-relâcher. Et ça a été prouvé avec des études et plein de choses que c'est le stretching, la méthode vraiment la plus avancée qui pour améliorer en fait la flexibilité et l'amplitude d'un mouvement, mais quasiment sur le moment. En fait, j'adore faire cet exercice quand je suis avec mes clients parce que vraiment c'est instantané. On prend une photo avant de le faire, on prend une photo après l'avoir fait. Il y a une amplitude généralement de 15-20% qui a amélioré, voire plus pour certaines personnes. Mais après, le contrepartie, c'est que ça part rapidement. C'est quelque chose qu'il faut travailler sur le long terme. Et sur le long terme, la flexibilité va vraiment se mettre en place dans le corps. Mais sur le moment, c'est assez impressionnant quand on arrive à le faire correctement. Et du coup, en fait, pour expliquer facilement ce que c'est que le PNF, c'est une combinaison de contraction musculaire et de relâchement pour obtenir un stretching beaucoup plus profond que ce que le corps pouvait faire avant. En fait, c'est un peu comme si on essayait de trick your mind, t'essaies de faire en sorte de dire à ta tête, je suis en train de m'étirer, mais tu vas voir, ça va aller. Et en fait, on lui donne un petit peps et il va partir plus loin. Il va aller s'étirer un peu plus loin. Et en gros, ça part d'un principe. Le réflexe myotatique, en fait, c'est quelque chose qu'on a dans le corps. Et en fait, le PNF permet de le repousser. Parce qu'en fait, le réflexe myotatique, on l'a tous. Vous savez, c'est le moment où, par exemple, tu as dû le ressentir. Imagine, tu veux toucher tes pieds là tout de suite. Quelqu'un qui va être raide, il va avoir cette contraction musculaire qui va un peu lui dire, wow, reviens. C'est ce côté de cette protection, en fait. C'est le réflexe myotatique. Et on l'a tous à des amplitudes différentes. Mais c'est une protection, c'est un réflexe que le corps a pour quand l'étirement va un petit peu trop loin, pour protéger justement le corps de blessures, de pas se déchirer, tout ça. Et donc en fait, pour pouvoir le repousser, il faut faire un travail de contraction, relâchement, pour en fait le contourner et pouvoir aller chercher un peu plus d'amplitude, tout en restant dans un étirement qui est complètement safe. Il n'y a pas de danger, à moins qu'on pousse la jambe trop loin. Mais encore une fois, ça c'est faut être un peu fou pour pousser trop loin. Mais du coup, le PNF, comment ça se fait? Il y a juste ça qui est un petit peu chiant, c'est que généralement, on doit le faire avec quelqu'un. Parce qu'on a besoin d'une aide externe pour pouvoir complètement se relâcher et complètement contracter. Après, quand on commence à être un peu avancé, qu'on comprend comment ça marche, on peut se le faire soi-même. Mais c'est jamais aussi bien que quand il y a quelqu'un qui nous le fait. C'est vrai. Mais c'est possible. Donc, je vais quand même l'expliquer. Par exemple, on va reprendre l'exemple de l'ischio-jambier, allongé au sol, la jambe en l'air. Il y a une personne en fait qui va tenir cette jambe en l'air à l'amplitude maximale de départ. Donc une position où la personne n'a pas ce réflexe myotatique, où il sent que ça tire, mais il n'y a pas une contraction musculaire qui le ramène en arrière. Donc c'est juste avant. On reste un petit peu dans cette position, on fait en sorte que la personne, elle se sente à l'aise. OK. Et en fait, à partir de là, on va demander à la personne, en fait, d'utiliser le muscle qui est ciblé, donc l'ischio, en fait, de le contracter activement pendant, je dirais, entre 5, maximum 10 secondes à, on va dire, 30, tout ça, de 30 à 50% de son effort maximal. Donc, en gros, on va falloir donner, voilà, on va dire maximum 50% de son effort maximal contre la personne. Donc, la personne, elle a la main contre la cheville. La personne a la jambe tendue, elle va pousser entre 5 et 10 secondes, entre 30 et 50% de l'effort maximal de son ischio.
Donc, ça va être important. Ensuite, la personne, je vais lui demander de se relâcher complètement, d'inspirer. À ce moment-là, j'attends 1 seconde et j'en enchaîne avec un étirement actif. Donc, en fait, juste après la contraction, la personne va respirer, le muscle va se relâcher et en fait, c'est là où on va pouvoir ajouter un étirement supplémentaire sur la personne. Et encore une fois, le but, c'est pas de pousser la personne super fort, c'est en fait de suivre la jambe. En fait, ça se sent que la personne elle a d'un coup beaucoup plus d'amplitude et on peut aller juste un peu plus bas. Et parfois, ça va être ça, parfois, ça va être ça. Vraiment, c'est vraiment propre à chacun. Et en fait, on va pouvoir se retrouver dans une position qui est beaucoup plus, avec beaucoup plus d'amplitude. Et ça, c'est grâce à ce principe en fait du PNF qui va permettre de passer ce réflexe myotatique. Et après, cette nouvelle amplitude, en fait, faut le répéter jusqu'à 5 fois avant de relâcher complètement. Donc, de partir de cette nouvelle amplitude, refaire l'exercice de contraction pendant 5 à 10 secondes, relâcher et étirer. Et donc celui-là, c'est un stretching qui est actif et qui est super efficace pour améliorer la flexibilité en règle générale, quoi. Franchement, si vous avez la chance de pouvoir le faire, les gens qui écoutent, c'est avec quelqu'un qui sait le faire, c'est important, ou avec quelqu'un avec qui vous pouvez parler et expliquer comment le faire et être sûr que cette personne ne va pas pousser fort et va suivre le mouvement. C'est vraiment au niveau flexibilité, les résultats sont ouf. Les résultats sont vraiment fous, quoi. Moi, j'utilise ça pour le psoas avec un mur. Donc, je me mets, j'ai un genou à terre avec le pied contre le mur et du coup, je vais presser contre le mur et ensuite relâcher et avancer un petit peu et refaire ça. Du coup, ça c'est vraiment quelque chose que j'utilise aussi. En ce qui concerne le PNF ou le stretching actif, est-ce que tu le conseilles avant ou après l'entraînement ou c'est plutôt à part ou à quel moment tu le conseilles plutôt celui-là? Alors le PNF, par exemple le PNF, je le mettrais vraiment dans une session à part de souplesse. Parce que le PNF, c'est un petit peu, en fait, c'est clairement de la force, c'est un peu la même vision que la force. Donc quand tu fais un entraînement de force en squat, en deadlift, enfin l'entraînement à la salle, tu as besoin de 2-3 jours de récupération. Tu peux pas le lendemain repartir et refaire le même exercice ou même le surlendemain. En fait, c'est pareil pour le PNF. Le PNF, c'est un exercice qui est très traumatisant pour les muscles. Et du coup, on veut pas l'enchaîner avec du deadlift, on veut pas l'enchaîner avec un exercice qui va encore faire fonctionner le même muscle. Donc le PNF, moi, je le mets vraiment dans une session de souplesse et je le mets généralement vers la fin de session, juste avant d'aller chercher des très grandes amplitudes. Par exemple, si on veut tester un grand écart ou quelque chose, je vais le mettre un petit peu avant. Mais j'ai quelque chose que je veux pas que derrière, il y ait trop de répétitions sur le même muscle sur des exercices d'amplitude. Parce que ça peut créer un petit peu trop de micro-déchirures, de micro-lésions. Et en fait, la récupération va prendre beaucoup trop de temps et c'est contre-productif, encore une fois. Donc, le PNF, c'est encore vraiment à part. Au niveau des stretching actifs, ça dépend, mais généralement, tout ce qui est actif, j'aime bien les mettre dans la session, vraiment dans le corps de l'entraînement. Alors, quand on fait de l'entraînement vraiment musculation, moi, la manière dont en fait j'entraîne les gens pour devenir plus souples, mais en même temps garder leur force et avoir voilà ce mix, en fait, je mixe l'entraînement. Donc, je mixe de la souplesse avec de la force. Et ça peut se traduire par des exercices où on recherche plus d'amplitude dans, par exemple, les split squats, c'est les Bulgarian split squats, les squats avec le pied avant surélevé. Je vais demander en fait aux gens d'aller chercher des amplitudes avec beaucoup plus d'extension de hanches sur leur split squat ou leur fente. Pareil sur les deadlifts, on va chercher des exercices où on va aller chercher beaucoup plus d'amplitude avec des jambes beaucoup plus tendues ou des déficits deadlift, par exemple. Et en fait, je vais les lier avec des exercices de renforcement musculaire et souplesse, comme par exemple les exercices actifs où on va chercher de l'amplitude sur les ischios, sur les psoas, les choses comme ça. Et en fait, c'est des exercices que je vais mixer ensemble. Et le fait de les mixer ensemble, ça va vraiment aussi aider à améliorer les performances de force. Parce que il y a beaucoup plus de connexions musculaires et neurologiques en fait ensemble. Il y a vraiment c'est assez fou, en fait, vraiment. Ok, ouais, super intéressant. Ouais. Et du coup, il y a encore une dernière forme de stretching. Ouais, alors du coup, on a parlé de l'actif, on a parlé du statique, il y a le passif maintenant. Et le passif, c'est vraiment... c'est celui qu'on fait le moins, je pense que le passif, en fait, c'est
quand il y a quelqu'un qui nous met dans une position à l'ancienne, on va nous pousser sur le dos pour être par exemple en fermeture assis et avoir quelqu'un qui vraiment met ses mains dessus pour nous pousser. Donc ça c'est ce qu'on appelle le stretching passif parce qu'en fait c'est vraiment on fait vraiment rien, c'est une force extérieure en fait qui nous permet d'aller dans une position de souplesse, d'étirement qui est plus profond et plus intense. Mais du coup, voilà, c'est quelque chose qu'on fait moins souvent. Je dirais toujours que c'est plutôt du statique qu'on fait, mais le statique passif peut être par exemple dans une position de stretching, mais savoir relâcher et avoir peut-être un poids qui nous pousse un peu plus bas. Donc ça, c'est vraiment le stretching passif, mais je dirais que c'est quelque chose qui est moins fait maintenant parce qu'on n'a pas souvent une force externe qui nous pousse. Mais voilà, du coup, c'est celui-là. Et le dernier que je disais tout à l'heure, qui est pas vraiment conseillé, mais je voulais quand même en parler parce que je vois encore trop de gens qui le proposent et ça me rend folle. C'est le stretching, c'est le balistique. Je te jure. En fait, le balistique, c'est hyper dangereux. Genre, attention. Non, mais en fait, le balistique, ça implique vraiment des mouvements rapides, contrairement au stretching dynamique. Le stretching balistique, c'est vraiment différent. Et souvent, on pense que c'est la même chose. Mais le stretching balistique, ça implique vraiment des mouvements rapides où on rebondit. En fait, c'est un peu le côté... l'image que j'ai, c'est les gens en grand écart et qui ont les mains au sol et qui, en fait, essayent de se pousser en grand écart. Tu sais, qui essaient de rebondir dans la position. Voilà, pour moi, ça, c'est du stretching balistique. Ou les gens qui vont essayer de faire des mouvements rapides de balancement de jambes pour faire des kicks dans des positions, des amplitudes qu'ils n'ont jamais faites. Parce que le problème du balistique, c'est qu'on utilise le momentum. En français, c'est l'élan. Merci. C'est l'élan pour pouvoir se mettre dans une position. Sauf qu'en fait, l'élan, c'est prouvé, ça te permet d'aller dans des positions plus loin, ce qui est vrai. Mais quand le muscle n'est pas préparé à cette amplitude, qu'est-ce qui se passe? On se blesse. Et en fait, c'est le gros problème du stretching balistique. C'est tout ce qui est rebond, mouvement rapide, ça va aller au-delà de l'amplitude du mouvement normal et de la capacité du muscle de s'étirer. Et du coup, c'est conseillé c'est considéré comme un stretching qui est dangereux. Et le problème, c'est que je vois encore trop de gens, je sais pas toi, mais à la salle, qui font des trucs comme ça, à se lancer les jambes à perpète lente pour s'étirer, pour faire du deadlift. Et je suis là, mais non, en fait. C'est pas comme ça. C'est surtout oui, bah, de l'ignorance et un manque aussi de proprioception et ils ressentent pas leur corps, donc ils font des mouvements mais sans aucun contrôle, ils font très très vite, voilà. Mais effectivement, bah, faites attention parce que risque de blessure. Ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Les 4 autres sont hyper intéressants et suffisants. Déjà, en plus, les gens n'ont pas le temps, j'imagine, de s'entraîner trop pour ajouter, ce genre d'entraînement. Mais pas besoin de se prendre la tête avec le stretching balistique, en fait. Oubliez-le. Par rapport à toutes les formes de stretching que tu viens de mentionner, est-ce qu'il y en a des qui sont plus efficaces ou que tu conseilles comment savoir en fait lesquels faire plus ou moins. Est-ce que par exemple le stretching, alors bon, comme on vient de le dire, hein, le stretching dynamique c'est plutôt en échauffement, stretching, mais par exemple entre le stretching statique et les stretching actifs ou la PNF même, qu'est-ce qui est le plus efficace si on veut améliorer sa souplesse? Alors, le plus efficace, comme je dis, c'est le PNF. C'est vraiment ce qui donne le plus de résultats. Mais après, c'est comme tout, ça, il y a besoin de combinaison. On peut pas juste travailler une certaine forme de souplesse pour l'améliorer, parce qu'il va y avoir besoin de le combiner avec d'autres exercices pour améliorer la force, pour améliorer l'amplitude. Il va falloir en fait créer des mix de stretching. C'est comme je prends souvent l'exemple de la force dans ce podcast, mais c'est parce qu'en fait, je pense que les gens, ils arrivent à comprendre un peu mieux avec la force. Mais c'est comme, par exemple, quand tu vas améliorer ta force. Enfin, toi, t'as fait un chemin de force avec un coach. Tu vas pas faire que du super lourd à tout le temps le même nombre de reps, le même temps de récup pendant des mois. On est d'accord? T'as besoin de faire du changement, t'as besoin d'ajouter des exercices aussi pour améliorer l'endurance de tes muscles. Tu vas faire des leg extensions, tu vas ajouter d'autres choses autour. En fait, c'est pareil avec la souplesse. Tu vas pas pouvoir faire, il n'y a pas un exercice, celui-là, il va te faire avoir les grands écarts, tu vois. Il y a des exercices qui sont prouvés scientifiquement, qui améliorent la souplesse plus vite, comme le PNF. Mais après, ça va être hyper important de mixer avec de l'actif.
avec de dynamique, avec du passif. En fait, ça va être intéressant de tous les mixer. Le passif améliore la souplesse aussi, plus doucement, mais l'améliore. Et en fait, les choses que les gens ont du mal à mettre en place dans leur tête, c'est qu'en fait, la souplesse, ils pensent que ça va être que des exercices de relâchement, des exercices d'étirement, mais en fait, la souplesse, ça s'améliore beaucoup avec la force. Plus les muscles sont forts, plus les articulations, aussi au niveau de la mobilité, plus les articulations sont ouvertes. Premièrement, plus on aura de l'aisance à aller chercher de l'amplitude dans les muscles, grâce à l'articulation qui a plus de potentiel. Mais au niveau du muscle, plus il est fort, plus il va te donner de l'amplitude. Alors, c'est que c'est hyper contradictoire par rapport aux anciennes pensées. Avant, on disait oui, mais les gens qui font de la muscu, ils peuvent pas être souples. Tu peux pas être fort et tu peux pas être souple. Ça, faut oublier. En fait, c'est des excuses que les gens se donnent peut-être encore, ou peut-être parce que les gens ne connaissent pas forcément, et c'est normal. Mais par exemple, quand souvent on me voit à la salle, on me regarde, on me dit, mais comment tu peux être forte comme ça alors que tu es méga souple? Et en fait, les gens, ils comprennent pas que c'est possible, et c'est pareil, c'est interconnecté, en fait, ça va ensemble. Tu peux pas devenir très fort sans avoir un minimum de souplesse, et vice versa. Le corps, en fait, il est trop bien fait. Il est trop bien fait. Il va jamais te laisser aller dans une amplitude hyper loin s'il n'y a aucun contrôle, aucune stabilité, et aucune force. Parce que il va savoir qu'il va se faire mal, en fait. Après, il y a des gens qui sont hyper laxes. Ça, c'est des pathologies encore différentes. Mais je parle pour les gens, non, enfin les gens en général, euh, les deux vont ensemble. Donc, c'est pour ça qu'en fait, ça va être important de travailler sur plusieurs types de stretching. On en revient là, parce qu'il va falloir aussi améliorer la force. Souvent, les clients avec qui je travaille, au début, ils sont choqués, ils disent waouh, je pensais pas que ça allait être aussi intense. Je fais ben en fait, si tu veux pouvoir être fort dans ces amplitudes, être souple dans ces amplitudes, tu dois aussi être fort. Et c'est pour ça que souvent, c'est un peu l'exemple de Jean-Claude Van Damme, tu sais, avec en mode grand écart facial entre deux gros trucks. Ben, en gros, c'est un peu ça, c'est être capable de pouvoir tenir un grand écart facial sans les mains. C'est possible pour tout le monde, si on l'entraîne de la bonne manière, évidemment. Mais ça devrait en fait être vu comme ça, la flexibilité. Pas vu comme un truc mou, qui te rend pas fort et tout. Au contraire. Et je dirais même, et je pense que tu vas valider ce que je vais dire, plus tu gagnes en souplesse, plus tu vas gagner en force. Et vraiment, c'est assez dingue parce que plus tu auras d'amplitude dans tes muscles, mais aussi dans ta mobilité, donc dans tes articulations, plus tu vas pouvoir aller dans des positions beaucoup plus lointaines. Et donc, plus tu vas pouvoir recruter de fibres musculaires. Par exemple, le deadlift, les squats, n'importe quelle position, plus tu vas aller chercher de l'amplitude, plus tu vas recruter. Et du coup, plus tu vas pouvoir augmenter de la force dans la longueur de ton muscle, dans toute enfin, tu vas vraiment tuer le full potential, le potentiel complet de ton corps et de tes muscles. Et ça, souvent, on l'oublie. Totalement. Bah, moi, c'est vraiment comme ça que je vends souvent la mobilité parce que personne n'a envie de faire de mobilité ni de stretching, hein. Et personne n'en fait. Quand on voit les gens à la salle, on voit que personne n'en fait. Et moi, c'est comme ça que j'essaye de le vendre. C'est que si vous faites de la mobilité et si vous gagnez en mobilité, en souplesse, vous êtes capable de faire les mouvements correctement en full amplitude. Si vous faites en full amplitude, vous recrutez plus de fibres musculaires. Donc, vous développez davantage vos muscles. Donc, vous avez plus de force, plus de muscles, plus de résultats et le corps que vous voulez. Mais tout part de là. J'ai aussi beaucoup aimé ce que tu as dit sur encore le mythe que la souplesse n'est pas compatible avec la musculation. Il y a tellement de monde qui pense encore que je veux pas faire trop de muscu, je veux pas trop développer mes muscles parce que sinon je vais devenir raide, j'aurai plus de mobilité. Absolument pas, absolument pas. Et quand vous voyez un mec qui est hyper musclé et du coup il n'arrive pas à lever le bras tellement il a d'épaule, c'est surtout parce qu'il ne travaille pas sa mobilité et que du coup, ça le limite. Mais c'est pas qu'il serait pas capable s'il travaillait pas ça en fait. Et je pense qu'on peut aussi partir sur le sujet. Tu avais dit avant que tu voulais un petit peu plus développer le fait que certaines personnes sont très souples, mais se blessent quand même. Quelles sont... Alors, il n'y a pas que la souplesse, il n'y a pas que la mobilité, il y a aussi la force, enfin, tu viens de le dire, mais la force et la stabilité aussi, la stabilité des articulations, etc. Est-ce que tu voulais un petit peu développer ça? Ouais, carrément, carrément. Bah, en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, par exemple, il y a des gens qui vont avoir de la facilité à être souples.
Et c'est tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. Mais ce qui est dangereux, c'est qu'en fait, ces personnes qui sont souples de nature vont pas se rendre compte qu'en fait, ils ont besoin de stabilité dans leur corps, de contrôle. Et ça, tu vas le voir beaucoup, c'est des gens qui vont se faire des entorses, des dislocations, des choses où tu vois qu'en fait, les articulations, elles sont finalement pas si maintenues que ça. Et en fait, ça se traduit clairement par un manque de force dans cette position. Le problème, c'est que si on améliore trop sa souplesse de manière vraiment sans travailler la force avec, ou au moins être actif dans sa souplesse, donc contracter ses muscles dans des positions pour gagner en souplesse, le plus on va créer en fait de l'instabilité dans son corps. Et en fait, ça peut être un petit peu le côté négatif de s'entraîner de la mauvaise manière en souplesse. Il va y avoir des problèmes de déchirure, des choses comme ça, parce que le corps n'est pas capable de s'auto-protéger. Parce qu'il y aura ce manque au niveau surtout des articulations, des ligaments, qui vont être beaucoup trop laxes et trop faibles. Donc c'est pour ça, en fait, le corps, il a vraiment des piliers à travailler. Il va y avoir le biais de la force, de l'endurance, de la souplesse, de la coordination, de la stabilité, de la proprioception. C'est vraiment les 5-6 piliers qui sont hyper importants. Et du coup, c'est vrai que souvent, je vais dire à mes clients, est-ce que dans cet exercice, tu as senti que tu étais stable? Est-ce qu'il y avait de la stabilité dans ton mouvement? Et c'est vrai que, par exemple, un exercice assez simple que j'aime checker, ça s'appelle le windmill. En gros, c'est le moulin. En gros, c'est avoir juste le bras au-dessus de la tête avec un poids et juste de pouvoir en fait créer une inclinaison sur le côté, donc vraiment travailler au niveau des obliques et en fait de faire une rotation dans l'épaule et juste de faire une rotation dans l'épaule avec un petit poids dans la main, juste pour voir un petit peu en fait faire une rotation et en fait descendre. On va clairement voir si l'épaule, dans sa mobilité, donc vraiment dans l'articulation, est capable de maintenir le bras en l'air avec un poids. Par exemple, ça c'est un bon test à faire pour savoir si les épaules ont de la force à travers la mobilité ou la souplesse de la personne. Et en fait, souvent, on va se rendre compte que les personnes sont super instables, elles vont perdre le bras sur le côté ou ce genre de choses. Et ça, c'est un bon point, une bonne manière de voir et de pouvoir en fait remédier à ça. Et pour remédier, ben, il y a, comme je l'ai un petit peu dit, il faut faire vraiment du travail de stretching actif. Tout ce qui va être actif, c'est-à-dire toujours être dans la contraction musculaire et la recherche d'amplitude en contrôle. Et c'est souvent ce qu'on oublie, c'est qu'on se dit, ah, la souplesse, c'est juste se mettre dans une position, on attend, alors que pas du tout. La souplesse, c'est toujours être en contrôle et être en stabilité. Et c'est un petit peu le problème qu'on peut voir, ouais. Ok. On a beaucoup parlé de comment travailler sa souplesse et les types de stretching. Est-ce que tu peux encore expliquer comment travailler sa mobilité? Parce que, comme je l'ai dit au tout début du podcast, on voit beaucoup de monde qui disent ouais, je fais de la mobilité. En fait, ils font juste du stretching. Concrètement, la mobilité, comment ça se travaille? Qu'est-ce que ça englobe en fait? Alors, c'est vague. La mobilité, en fait, c'est vraiment qu'on englobe les articulations. On va le prendre au plus simple. La mobilité, c'est vraiment, c'est l'amplitude de tes articulations. Donc, les deux plus grosses articulations qu'on a, c'est les épaules et les hanches. Et c'est assez complexe. Mais ça va vraiment être au niveau de l'articulation elle-même. Donc, ça va être comment on peut le tester. C'est vraiment les possibilités d'ouvrir les épaules vers l'extérieur, vers l'intérieur, vers le haut, vers l'arrière. Pareil sur les hanches, ouverture de hanche, fermeture de hanche, abduction, adduction et tout ça. Alors que la souplesse, vraiment, c'est la recherche de l'amplitude du muscle. Vraiment savoir à quel point le muscle peut être étiré. Donc, c'est vraiment la différence. Et comment travailler la mobilité, en fait, ça va vraiment être tous les travaux qui vont être reliés aux articulations. Donc, les exercices, souvent au niveau des hanches, par exemple, pour améliorer ses squats, ça va être les recherches d'ouverture de hanches, les recherches de rotation interne de hanches aussi, avec des exercices qui vont vraiment travailler sur ces positions. Mais aussi, ça va être des exercices qui vont préparer musculairement les muscles qui tiennent ces articulations. Ok? Parce que sinon, encore une fois, il y a trop d'instabilité. Donc, ça va être au niveau des hanches, ça va être les ischios, savoir pallier le problème avec les problèmes des fessiers, pas des ischios. Les problèmes de fessiers qui ont un manque d'activation pour tout ce qui est l'exercice de bas du corps, mais aussi les ischios pour tout ce qui est les élévations de jambes. Et en fait, tout ça, on peut les travailler dans la mobilité. Donc, je pourrais donner plein d'exemples d'exercices, mais après, c'est compliqué sans les montrer. Mais voilà, je sais pas si c'est clair. En fait, c'est pas donc,
mobilité de hanche, on va peut-être, c'est vraiment un exemple, mais se mettre dans une position squat, full squat, et ensuite faire des mouvements de hanche, utiliser éventuellement des élastiques pour ajouter des forces externes. Ouais, tu peux ajouter, tu peux ajouter plein de choses. Tu peux ajouter des bandes, tu peux ajouter des petits poids aussi. Mais déjà, pour la plupart des gens, travailler avec son poids du corps, c'est déjà assez compliqué. Déjà assez, c'est vraiment déjà dur. Il y a beaucoup d'exercices, on va se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas d'amplitude, il n'y a pas de force il n'y a pas de force dans des petites amplitudes qui ne demandent même pas d'être dans un squat, par exemple. Et si déjà là, il y a des problèmes, ça suffit largement de travailler avec son poids du corps. Mais au fur et à mesure, c'est vrai qu'en tant que quelqu'un qui fait de la mobilité maintenant depuis un certain moment et qui sent qu'en fait, il le fait pour faire comme un échauffement vite fait. Bah en fait, comment savoir quoi faire maintenant? Parce que bah, évidemment, avec le temps, on devient plus souple, on devient plus mobile. Et on se dit, ah, c'est bon. Sauf que non, il faut l'entretenir. Et l'entretenir pour que ce soit toujours ludique mais aussi intéressant, ben, en fait, c'est de prendre des choses, comme tu as dit, externes. Ça peut être ajouter du poids, ça peut être ajouter des bandes, tout ça. Ça peut être aussi de jouer sur la rapidité du mouvement, tout ce qui est mobilité et exercice dynamique. Ça veut pas dire qu'il faut être rapide. Au contraire, c'est d'apprendre à être très lent. Et ça va être comme la force. Plus tu es rapide, plus c'est une preuve qu'il y a un manque de force dans cette position. Parce qu'on veut vite y aller et remonter et se dire, hop, c'est bon, c'est fait. Alors qu'en vrai, surtout sur la mobilité, c'est d'apprendre à être très lent sur des exercices pour vraiment ressentir tes muscles se contracter, se mettre en place et sentir que tu es en train de faire le bon mouvement. Plus tu vas vite, moins en fait tu vas gagner en mobilité parce que tu vas utiliser l'élan, l'aide extérieure. Et donc du coup, pour les gens qui commencent un peu à stagner dans leur entraînement, même en souplesse, c'est un truc que je dis que c'est important à mettre en place, c'est donc ça. Ou alors, ça va être aussi de changer l'angle d'amplitude. Donc, par exemple, tu parlais de l'exercice, pour là, c'est la souplesse, mais quand tu as le genou contre le mur, avec le pied contre le mur pour étirer tes psoas, ben, cet exercice, peut-être qu'au bout d'un moment donné, il va te faire un peu mal, mais ça va être tranquille. Ben, comment l'améliorer? Tu peux m'ajouter un bloc en dessous de ton genou. Donc, en fait, tu vas ajouter le bloc sur ton genou, ça va te permettre d'ajouter beaucoup plus d'amplitude, en fait, dans ton mouvement. Et en fait, ça, c'est une autre manière de pouvoir améliorer et continuer en fait de progresser dans ton travail de flexibilité et de mobilité. Et le dernier point pour continuer à améliorer, c'est tout ce qui est les maintiens actifs. Donc, comme on a dit, l'exercice où tu dois contracter tes muscles. Au bout d'un moment, tes muscles, ils vont prendre de la force et ça va être de plus en plus facile. Et comment pallier à ça? C'est qu'en fait, vu que tu les renforces, mais tu gagnes en souplesse ou en mobilité, le plus tu vas pouvoir aller chercher des plus grandes amplitudes dans tes articulations ou dans tes muscles. Et donc, en fait, le but, c'est que la position active que tu avais il y a 2 semaines, tu as envie d'avoir maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, peut-être 5-10 cm de plus en termes d'amplitude dans la position. Et ces 10 cm de plus, ben, ils vont être tout de suite beaucoup plus challengeants pour toi. Ils vont être un peu plus intenses. En fait, voilà, c'est les manières de continuer de progresser dans ta journée de mobilité, de souplesse. Et souvent, on se met un petit peu dans nos cases de ah ça devient facile, c'est bien, c'est cool. C'est un peu comme la force en fait. Tu sais, on va commencer à faire un poids et on va se dire ah ça devient facile, mais en même temps on est un peu en mode on veut rester dans ce poids-là parce ça devient quelque chose de cool quoi. Et c'est un peu pareil avec la mobilité et la souplesse. Ouais, bah, c'est vraiment, on peut vraiment faire le parallèle avec la musculation. C'est que, bah, comme tu l'as dit, si on ne le travaille plus, on le perd. Donc, c'est comme si on construit du muscle, mais après, pour maintenir ce muscle, bah, il faut continuer de s'entraîner. C'est la même chose. Pour le contrôle aussi, si on utilise l'élan et qu'on n'utilise pas les muscles, ben, au final, c'est pas, ce n'est pas efficace, pardon. Donc, on peut vraiment faire un parallèle avec ça. Je pense qu'on a fait le tour du sujet, il me semble. Est-ce que tu voulais encore rajouter quelque chose? Est-ce que tu vois qu'il y a encore quelque chose qu'on n'a pas dit ou... Moi, je pensais rajouter un dernier truc. J'en ai pas parlé. Je me dis que c'est important parce que je pense que c'est un truc on aurait peut-être, que les gens ont peut-être comme question. C'est avec la vieillesse. La souplesse et la vieillesse. C'est une question qui me revient tout le temps. C'est un peu le oui, j'ai dépassé 40 ans, 50 ans. C'est terminé pour moi. La flexibilité, c'est impossible. La mobilité, c'est impossible. Et en fait, c'est totalement faux. Je veux que tout le monde l'entende. C'est totalement faux. C'est pas vrai.
tout le monde, à n'importe quel âge, à n'importe quel temps dans sa vie, peut améliorer sa souplesse et sa mobilité. Peut vivre tous les jours, se lever les matins et se sentir bien dans son corps, flexible, avec de l'amplitude dans ses mouvements tous les jours. La seule différence, ce qui est très vrai, et c'est prouvé aussi, c'est qu'avec l'âge, ça devient plus difficile d'avoir des résultats rapides. C'est la seule différence. C'est que si on prend un jeune et une personne qui est un peu plus avancée dans sa vie, le temps va faire la différence. Un jeune va avoir des résultats plus rapides qu'une personne qui est plus âgée. Voilà, c'est la seule différence. Mais sinon, tout le monde est capable d'être souple jusqu'à la fin de sa vie et d'être en bonne santé physique. C'est vraiment important et je veux vraiment que les gens le sachent. Je sais pas si c'est aussi des excuses qu'on se met ou c'est aussi un peu le côté de c'est difficile, donc je vais dire voilà, donc une excuse en fait. Mais c'est pas vrai. N'importe qui. Donc si quelqu'un qui écoute, qui a vraiment envie de travailler sur sa flexibilité ou sa mobilité, qui est un peu plus âgé, mais il n'y a aucune raison de se dire que c'est pas possible. Tout est possible avec le bon entraînement en fait. Si tu t'entraînes de la bonne manière, correctement, avec les bonnes approches, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Ça prendra peut-être plus de temps, mais c'est vraiment, comment on dit, worth it. Genre, ça vaut le coup, quoi. Ça vaut vraiment le coup. Bah, en fait, on entend très souvent ça, mais c'est aussi parce que, on entend très souvent, avec l'âge, on devient moins mobile. Et c'est vrai, mais c'est pas à cause de l'âge. C'est pas parce que on vieillit que la mobilité diminue. C'est parce que on ne travaille pas sa mobilité pendant que le temps passe. Donc c'est forcément plus on vieillit, moins on a de mobilité, mais parce qu'on ne la travaille pas. Mais c'est clair que si on s'y met, on peut tout à fait gagner en mobilité. Et c'est aussi la même chose en musculation. Et on me pose aussi tous les jours la question, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, est-ce que je peux prendre du muscle? C'est pareil, tout le monde peut prendre du muscle, tout le monde peut gagner en mobilité. Il faut juste s'y mettre et le processus est le même au final. Comme tu viens de dire, peut-être les résultats sont un peu plus lents, mais le processus est le même. C'est aussi parce que plus on vieillit, plus les choses sont ancrées. Donc dans le sens où si on n'a pas fait de mobilité et qu'on a perdu en mobilité pendant 20 ans, ça va être plus compliqué de retrouver une mobilité qu'un jeune qui a perdu sa mobilité pendant seulement 2 ans. Enfin, les choses sont, le corps ancre les choses, disons, donc forcément, ça prend plus de temps pour sortir de là. Mais ouais, comme tu l'as dit, c'est possible à tout âge. Donc, si vous avez l'impression que vous êtes trop vieux, sachez que non. Vous pouvez commencer à tout moment. Vraiment, genre, j'ai l'exemple d'une femme là en Australie, qui est dans ma salle, et elle a 78 ans. Elle en fait 55, clairement. Et elle s'entraîne, elle est incroyable. Elle fait encore tous ses grands écarts. Elle est hyper forte, elle fait des tractions, des choses comme ça. Et en fait, ce secret, c'est qu'elle a toute sa vie, en fait, priorisé son bien-être, sa santé. Et en fait, elle s'est entraînée toute sa vie. Donc oui, ça aide de s'entraîner toute sa vie. Mais avec l'âge, alors elle est peut-être plus aussi souple qu'avant, mais elle a quand même toujours ses grands écarts. Elle arrive à faire des tractions. Elle est quand même hyper fit. Elle est incroyable, cette dame. Et quand je la vois, je me dis, voilà, c'est encore une preuve à l'heure d'aujourd'hui que c'est possible à tout âge et qu'en fait, la seule chose qu'on se met en tête, c'est les limitations mentales déjà et c'est aussi le fait qu'on ne se donne pas les moyens, en fait, c'est tout. C'est les croyances, c'est aussi je suis trop vieux donc je peux pas. Et après je veux aussi rebondir là-dessus, c'est que c'est aussi ça montre à quel point la musculation et la souplesse et la mobilité sont importantes, pas uniquement pour avoir un beau corps, mais aussi pour bien vieillir et pour garder en indépendance et justement être capable de continuer à bouger et à mieux vieillir et quand on a 70 ans, être capable de faire encore tout ce qu'on faisait quand on en avait 30. Donc c'est hyper important. Et je pense aussi, là tu as dit cette femme était en Australie, je pense que c'est aussi très très culturel. Je pense qu'en Australie, aux États-Unis, les gens ont vraiment c'est dans leur quotidien en fait, le faire du sport, ça fait partie du quotidien, alors qu'en France, en Europe, c'est beaucoup moins ancré ce truc de ok, il faut que je fasse du sport quasiment tous les jours pour me maintenir en forme, etc. Et directement c'est vu comme quelque chose de superficiel, c'est juste tu veux perdre du poids, etc. Et c'est plus lié à l'apparence que lié vraiment à la santé et à la longévité en fait. Totalement.
Je pense qu'on a bien fait le tour du sujet. Merci beaucoup, Lorena. Si vous voulez retrouver Lorena, je vous mets tous ces liens donc vers son Instagram dans la bio du podcast. N'hésitez pas à demander ses services. Donc, comme elle l'a dit, elle fait vraiment du coaching. Elle peut vraiment vous aider si vous avez des problèmes voilà, de mobilité, de souplesse, etc. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lui donner une note et de le partager sur les réseaux sociaux. Et à bientôt dans un nouvel épisode.